La houle secouait les frêles embarcations. L'eau venait éclabousser le visage des soldats. Au-dessus d'eux, passaient sans cesse des avions chargés de déverser la mort. À l'horizon, se profilait la côte, embrumée par les bombardements aériens et navals. Au milieu des tirs d'artillerie, du sifflement des obus, du rugissement des roquettes, les barges fonçaient vers la côte. Déjà, des gerbes d'eau surgissaient au milieu des petites embarcations. Les premières balles claquaient contre les parois. Soudain, les barges ouvrirent leurs portes et les hommes sautèrent dans l'eau, sous une averse de projectiles. Nous sommes sur Gold Beach. Il est 7h30, le 6 juin 1944. L'Europe était sous le joug germanique depuis maintenant 5 ans. Certes, à l'Est, l'Union soviétique avait repris l'avantage dans des combats hors normes. Certes, en Italie, les Alliés avaient pris pied sur le continent. Mais chacun voyait bien la nécessité d'ouvrir en France un nouveau front pour enfin venir à bout de l'Allemagne. Tirant les enseignements de la tragédie de Dieppe, les stratèges alliés avaient décidé d'un débarquement. Non pas dans le Nord-Pas-de-Calais, comme l'aurait voulu la logique, mais dans un endroit moins défendu, aux plages assez vastes pour accueillir des forces nombreuses. Cet endroit, c'était la Normandie. Dans cette vaste opération amphibie, chaque secteur de débarquement reçut un nom de code. Plage centrale du dispositif, devant permettre une jonction entre les forces britanniques et les forces américaines, et non loin de la localité d'Arromanches qui devra accueillir le port artificiel, le secteur de Gold Beach s'étendait sur 16 km, de Port-en-Bessin à la rivière. À l'ouest de ce secteur s'élevaient de hautes falaises, rendant le lieu impropre à un débarquement. À l'est, en revanche, entre Asnelles et Vers-sur-Mer, les falaises laissaient place à une belle plage de sable dominée par une colline. Découpée en 3 secteurs, Item, Jig et King, les 2 derniers accueilleront le débarquement. Pour briser le mur de l'Atlantique, la deuxième armée britannique, commandée par le lieutenant-général Mills Dempsey, dut fournir la 50e division Northumbrian, commandée par le général Graham. La 50 était une division vétérante de l'Afrique du Nord, portant l'insigne du double T, correspondant aux 2 rivières du nord-est de l'Angleterre, la Tyne et la Tiss, qui passent dans le comté de Durham, lieu de naissance de la division. Pour le débarquement, la 50e division pouvait compter sur 4 brigades, comptant chacun 3 bataillons. La 151e brigade, comptant le 6e, le 8e et le 9e bataillon du Durham Light Infantry, la 69e brigade, composée du 5e East Yorkshire, du 6e et du 7e Green Howard, la 231e brigade avec le 2e Devonshire, le 1er Hampshire et le 1er Dorsetshire, et enfin la 56e brigade formée du 2e South Wales Borderers, du 2e Gloucestershire et du 2e Essex. À toutes ces brigades s'ajoutaient des bataillons d'artillerie, le 75e, le 86e, le 90e, le 124e et le 147e Field Régiment Royal d'artillerie. À cela s'ajoutaient des forces blindées, avec la 8e Armored Brigade, composée du 4e 7e Dragoons Guard, du 24e Sherwood Ranger Yeomanry et du 12e King's Royal Rifle Corps. À cela s'ajoutait la 78e Armored Division, composée d'engins spéciaux, créés pour le débarquement. Enfin, la division sera accompagnée de commandos du 47e Royal Marines Commando de la 4e Special Service Brigade. Pour le débarquement sur Gold, les Anglais avaient donc prévu plus de 25 000 hommes. Leur mission, prendre pied sur le sol de France, briser le mur de l'Atlantique, faire jonction à l'ouest avec les forces américaines débarquées sur Omaha, et faire jonction à l'est avec les forces canadiennes débarquées sur Juno. Et enfin, s'enfoncer à l'intérieur des terres pour s'emparer de Bayeux et rejoindre la Nationale 13. Sur la côte, les forces d'assaut seraient accueillies par des hommes qui depuis longtemps stationnaient en Normandie.
À partir de 1942, la 716e division d'infanterie allemande, commandée par le général-major Wilhelm Richter, attendait, entre Bayeux et l'Orne, une éventuelle invasion. Pour le futur secteur de Gold, c'est les hommes du 726e régiment, appuyés par des forces en provenance de l'Union soviétique, intégrés au sein du 441e East Bataillon, qui seraient chargés de la défense de ce secteur. Loin d'être placés dans des positions de campagne, les hommes étaient installés dans le fameux mur de l'Atlantique. Longtemps dérisoire dans la région normande, après la grande inspection de Rommel, l'organisation Todd dut accélérer la cadence des travaux pour fournir à la Normandie une série de points d'appui appelés Winterstanden, couramment appelés sous l'acronyme WN. Pour Gold, les Anglais auraient à affronter 10 points d'appui. À l'extrême ouest, au sommet des falaises, entre Arromanches et le futur secteur de débarquement, se trouvait, sur l'actuel parking du cinéma 360, le Strongpunkt 42, abritant un radar pour la Kriegsmarine et 3 canons de flak. Plus à l'est, sur la pente de 5 hommes, était installé le WN-39, avec pour composante principale 2 canons de 75 mm sous casemate, encore visibles aujourd'hui. Plus en arrière, dans les terres, se trouvait, au puits des Rhodes, le WN-40, position comptant 2 mitrailleuses et un canon. Sur la côte, le WN-38 était chargé d'interdire l'accès à la route menant à Ries, notamment par la présence de 2 canons de 50 mm. Asnel était défendu par le WN-37, un point abritant un 75 mm et un 50 mm tous les deux sous casemate, ainsi qu'un grand bâtiment fortifié, ancien sénatorium de la station balnéaire. Plus loin était installé au début des marées le WN-36, possédant un canon de 50 mm en cuve, une casemate pour MG et plusieurs autres positions de tir. Encore plus loin, entre la plage et les marécages, était installé le WN-35, petit point d'appui équipé d'un canon de 50 mm et de plusieurs positions pour MG, servi par la 3e compagnie du 441e Ostbataillon. Au-delà des marées, les terres s'élevaient sur un plateau de 35 mètres d'altitude. En plus des quelques positions de tir installées en haut de la crête, devant le fossé anti-char, les Allemands avaient installé le WN-35A, occupé par la 3e compagnie de Heerkunstenartillerie Abteilung 1260. Il s'agissait d'une batterie d'artillerie comptant 4 pièces russes de 122 mm avec des casemates encore en construction. Un peu plus à l'intérieur des terres, à l'ouest du village de Crépon, était positionné le WN-35B, une batterie mobile de 4 canons de 100 mm, occupée par des hommes de la 5e compagnie du 1716e régiment d'artillerie. Pour sécuriser la route reliant le front de mer à Vers-sur-Mer, sur l'actuelle position du phare, les Allemands avaient positionné le WN-34, occupé par la 4e compagnie du 441e Ostbataillon. Disposant d'abris, son armement principal était quelques mitrailleuses et un canon de 50 mm. Plus bas, directement au bord de la plage, se trouvait le WN-33, tenu par les hommes de la 7e compagnie du 736e régiment. Le point abritait un puissant canon de 88 sous casemate, 2 emplacements pour canons de 50 mm, des abris et des positions pour MG. Au sud de Vers-sur-Mer se trouvait la batterie de Marfontaine, occupée par les hommes de la 6e compagnie du 1716e régiment d'artillerie. Le WN-32 comptait 4 canons de 100 mm sous casemate. Comme on vient de voir, les forces allemandes étaient donc hétéroclites. Mais surtout, elles n'auraient jamais les effectifs suffisants pour arrêter un débarquement. À 60 hommes en moyenne par point d'appui, c'est 600 hommes, peut-être moins, qui allaient devoir essayer d'arrêter la 50e division britannique. La force G, pour Gold, partit le 4 juin, à 22h, du port de Poole, pour rejoindre l'immense armada au milieu de la Manche, à Piccadilly Circus. Après que les dragueurs de mines aient ouvert la voie, la force G, sous les ordres du commodore Douglas Pennant, jeta l'ancre à 5h35, à 11 km de la côte. Le jour se levait. Pendant que les bâtiments se positionnaient, que les hommes descendaient des cargos pour remplir les barges, passaient au-dessus d'eux des avions, chargés de larguer leurs bombes sur les défenses allemandes.
Ce fut ensuite à 7 heures que les canons des navires crachèrent la mort. La côte s'embrumait à cause de la poussière soulevée par les bombardements. Pendant que le feu et l'acier s'abattaient, les barges britanniques de la première vague fonçaient vers la plage. Dans quelques instants, ils débarqueront sur Gold Beach. Les obus sifflaient, les roquettes partaient en hurlant des LCTR. Un tel déchaînement de feu rassurait les hommes, qui se rapprochaient toujours plus des côtes. Devant l'infanterie devaient débarquer les chars duplex driver. Mais en vue de l'état de la mer, plutôt que d'être lâchés à 4000 mètres de la plage, les LCT emmenèrent les blindés directement sur la côte. Ce changement de programme avait créé du retard. Les chars, comme les hommes, allaient débarquer en même temps. Premier imprévu qui lançait la série. Après le retard des chars, c'est le courant de la mer qui posa problème. Poussant les embarcations vers l'est, les hommes n'allaient pas se trouver à l'endroit prévu, ce qui allait fatalement créer du désordre. Au milieu de cette vague d'embarcations, les gerbes d'eau jaillissaient, les premières balles claquaient contre les parois en acier. Encore quelques instants, et c'est l'ensemble des forces de la première vague qui se retrouva à débarquer sur Gold, dans une bousculade générale pour trouver une place entre les obstacles. Il est 7h30 quand les compagnies A et B du 1er Dorset mettent le pied sur le sol de France, dans le secteur G Green. Ils auraient dû débarquer devant le WN-36, mais le courant les avait fait dériver, à la limite de G Green et de G Red. Débarquant devant un espace vide de défenseurs, les Dorsets ne subirent que quelques tirs venant du point d'appui à l'ouest. Les cibles principales pour les Allemands étaient les chars de l'escadron C des Sherwood Rangers. À la fois sous le feu du WN-36 et 37, c'est 7 chars qui furent mis hors de combat sur la plage. Les engins spéciaux du Westminster Dragoon avaient aussi des difficultés dans leur mission. Outre qu'un des fléaux s'enlisa, un havre fut foudroyé par un obus. Essayant d'établir rapidement une sortie de plage, un fléau sauta sur une mine, bloquant le havre derrière lui. Finalement, les Anglais finiront par établir un passage permettant aux Dorsets de passer le champ de mine, pour ensuite traverser les marais et se regrouper derrière le WN-36. Ils allaient pouvoir poursuivre leur route vers le WN-40. Mais d'abord, il fallait attendre que les compagnies C et D des Dorsets débarquent. C'est à 7h50, au milieu des véhicules encore sous le feu du canon de 75 mm du WN-37, que les deux compagnies arrivèrent. Elles purent rapidement sortir de la plage pour rejoindre les deux premières compagnies. Après que la compagnie C ait aidé les Hampshire dans la prise du WN-36, les Dorsets commencèrent leur progression vers le Bureau, en neutralisant des positions de mitrailleuses. Une fois la localité atteinte, les hommes se dirigèrent vers le WN-40 pour s'emparer de la position largement abandonnée par les Allemands. À la fin de la matinée, les hommes engagèrent leur marche vers Arromanches, accompagnés par des blindés du Nottingham Yeomanry. Pour sa progression, le bataillon comptera 128 pertes, dont 41 tués. 5 minutes après les Dorsetshire, à 7h35, débarquaient à l'ouest du secteur G Green les compagnies A et B du 1er Hampshire. Normalement, les hommes auraient dû débarquer devant le WN-37 pour rapidement le neutraliser. Mais le courant les avait fait dériver. Les deux compagnies se retrouvèrent donc à débarquer devant le WN-36. Les bombardements laissaient à penser que les défenses allemandes étaient anéanties. L'averse de projectiles qui s'abattit sur les Anglais montrait le contraire. Au mauvais endroit, les compagnies A et B des Hampshire étaient clouées sur place, pris sous le feu à la fois du WN-36 et du WN-37. Le lieutenant-colonel Smith, qui commandait le 1er Hampshire, fut blessé. Les observateurs, qui devaient demander le soutien d'artillerie, étaient mis hors de combat les uns après les autres. Les chars, qui devaient couvrir l'infanterie, étaient encore en train de débarquer entre les obstacles de plage. Et comme si cela ne suffisait pas, certains blindés spéciaux s'ensablaient. Le canon de 75 mm du WN-37 accablait les blindés. L'escadron B des Sherwood Rangers perdut 6 chars. Sous cette averse de projectiles, un char fléau de l'escadron B des Westminster Dragoon, commandé par le sergent Lindsay, se fraya un chemin sur la dune jusqu'à la route latérale. Mais en tournant vers le WN-37, il reçut un obus du canon de 75.
Les Hampshire, au milieu des véhicules détruits, ne pouvaient pourtant pas reculer. Après la progression de quelques blindés, un peloton de la compagnie B réussit à rejoindre la dune à l'est du WN-36. Le groupe put prendre d'assaut la position, permettant à leurs camarades coincés sur la plage d'avancer pour s'emparer du point d'appui. Au milieu des chars en flammes, à 7h50, arrivaient les hommes de la seconde vague. Les compagnies C et D des Hampshire, comme pour la première vague, arrivèrent sous un feu nourri. Après la perte du lieutenant-colonel Smith, le major Martin devait reprendre le commandement du bataillon, mais il ne débarquera que 2 heures plus tard et sera tué sur la plage. Dans ce chaos, il fallut improviser. Le major Warren se retrouva à la tête des Hampshire. Il comprit que ces hommes ne pourront emporter le WN-37 dans un assaut frontal. Le major regroupa tous ses hommes derrière le WN-36 pour prendre le point d'appui à revers. Appuyés par des blindés, les Anglais vont se lancer dans un assaut de plusieurs heures pour s'emparer du point d'appui. Les Allemands avaient fait de la position, notamment du Sénatorium, une véritable forteresse. Les Anglais eurent le plus grand mal à contourner la position. Il leur faudra la journée pour venir à bout des Allemands. La compagnie B contournera la position par le sud pour prendre d'assaut le WN à partir de 13h45. Bloquée, la compagnie D contournera complètement le point pour s'emparer des WN le long de la plage avant de s'attaquer à la station radar sur les hauteurs d'Arromanches. Le WN-37 s'effondrera en fin de journée. Ce jour-là, les Hampshire auront 182 tués et de très nombreux blessés. À l'est du secteur King Raid, c'est à 7h30 que débarquèrent les hommes de la 69e brigade. Comme sur Jill, les hommes et les blindés arrivèrent en même temps. Débarquant les blindés directement sur la plage, les chars du 4e et 7e Dragoon se trouvèrent sous le feu du canon de 88 du WN-33. Devant ce point débarqua le 5e East Yorkshire. La traversée de la plage fut coûteuse en vie humaine, mais les hommes ne pouvaient rien faire d'autre que de courir pour se mettre à l'abri des balles allemandes derrière la dune. Une fois abrités, les observateurs donnèrent les coordonnées de tir à l'artillerie navale pour réduire le feu du WN. Malgré une nouvelle averse d'obus sur les Allemands, le canon de 88 détruisait les chars les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un fléau de l'escadron C des Westminster Dragoons envoya 3 obus dans l'embrasure du blocos. Après que le barrage ait cessé, les hommes du East Yorkshire pouvaient attaquer le point d'appui sous la couverture des havres. Devant s'emparer des blocos et des maisons fortifiées les unes après les autres, les Anglais de la compagnie A mettront la matinée à s'emparer complètement de la position. À l'ouest, la compagnie D franchit les marais, évita le fossé anti-char pour s'emparer du WN-34 avant de se rabattre vers le WN-33 afin de le prendre à revers. Les East York perdront 90 hommes ce jour-là, mais feront 45 prisonniers. À l'ouest, sur King Green, le 6e Green Howard eut moins de difficultés. L'escadron B des Westminster Dragoons et les chars du 4e 7e Dragoon subirent moins les tirs du canon de 88. L'infanterie, en revanche, était sous le feu des soldats russes reconvertis de la 3e compagnie de l'Ost Bataillon 441, positionnée dans le WN-35. Les blindés moins exposés, ils purent rapidement entrer en action. Le capitaine King, avec 3 havres, se rapprocha du WN, couvrant les hommes de la compagnie A pour l'assaut du point. Après qu'un char pétard ait réduit au silence un blocos, les Green Howard prirent d'assaut la position pour la réduire au silence. La compagnie A, aux prises avec le point d'appui allemand, les Green Howard de la compagnie D quittèrent la plage après une course épuisante. Après avoir franchi les marais, évité le fossé anti-char à l'est, la compagnie remonta la crête pour attaquer la batterie du Mont Fleury, le WN-35A. La position ne tiendra pas longtemps. L'artillerie navale avait largement désorganisé les défenseurs qui n'avaient plus la volonté de se battre. La batterie, encore en travaux, ne semblait même pas avoir tiré un coup de canon. Sur le front de mer, les fléaux essayaient de ménager des sorties de plage. Les blindés étaient pour le moment bloqués à cause des champs de mines. Dans leur tentative, 2 fléaux furent mis hors de combat avant que l'engin spécial du lieutenant Pear n'ouvre un passage jusqu'à la route latérale.
Le blindé remonta ensuite la crête, le long de la route, pour enfin ouvrir un passage au véhicule. Il franchit le fossé par un passage laissé en l'état par les Allemands, pour enfin atteindre le réseau de barbelés du WN-35. Mais le char fut arrêté, près d'une grande bâtisse, par un cratère. Il fallut attendre l'intervention d'un havre avec un pont pour permettre au véhicule de définitivement sortir de la plage. À 7h50, arrivèrent les deux autres compagnies du 6e Green Howard. La compagnie B utilisa le même chemin que la compagnie D. Arrivée sur les hauteurs, la compagnie s'attaqua aux quelques positions défensives sur la crête de Mauvais. Pendant ce temps, la compagnie C progressait vers le point 52, à l'ouest de Vers-sur-Mer. Appuyée par des chars du 4e et 7e Dragoon, la compagnie fonça vers Crépon. Pour la première force d'assaut, les résultats furent assez disparates. Devant les points d'appui, les Anglais eurent fatalement des difficultés, surtout à l'ouest de la plage. Pour les autres compagnies débarquant devant des espaces plus ou moins vides de défenseurs, il fut plus aisé de progresser, mais encore fallait-il que les fléaux ouvrent un passage dans les champs de mine. Le mur de l'Atlantique franchi, les Britanniques devaient maintenant progresser dans le bocage normand. La plage partiellement dégagée, les forces d'assaut, bousculant les défenseurs du mur de l'Atlantique, c'est avec les bataillons de soutien que les Anglais allaient exploiter leur percée. Sur G Green, pendant que les Hampshire essayèrent de s'approcher du WN-37, débarquait à 8h15 le 2e Devon. Arrivant sur la plage encore sous le feu, le 2e Devon mit du temps à se frayer un chemin au-delà du sable normand. Alors qu'une compagnie partit aider les Hampshire, le reste du bataillon avança de 3 km vers Ies, la compagnie C poussant même vers la Rosière. Juste après les Devon, débarquait à 9h le 47e Royal Marines Commando du lieutenant-colonel Phillips. Débarquant à l'ouest du secteur de G Green, les choses avaient déjà mal commencé sur la plage. Sur 14 barges devant amener les hommes, 4 n'arriveront jamais. 3 toucheront des mines et une sera foudroyée par un obus. Malgré ces pertes, les commandos se regrouperont derrière le WN-36, après avoir esquivé les quelques balles du WN-37. Sur 445 hommes, environ 70 seront déjà manquants. Le lieutenant-colonel Phillips ayant disparu, c'est le major Donhill qui reprit le commandement d'une partie des commandos. Il dut se rendre au point de rendez-vous fixé pour l'unité, c'est-à-dire l'église du Hamel. Mais occupés par les Allemands, les commandos durent se battre pour s'en emparer. Un combat qui permettra de faire 60 prisonniers, mais au prix de 40 pertes. Largement dispersé et désorganisé, sur une côte remplie d'hommes et de matériel, le major devra attendre 13h50 pour voir son unité regroupée au point prévu et commencer sa progression. Mené par la troupe X et par la troupe B, évitant les Allemands, la première opposition arrivera à la Rosière, par quelques Allemands embusqués. Les commandos se dégageront pour progresser vers Port-en-Bessin. Mais en vue du retard pris dans la matinée, les soldats passeront la nuit sur le point 72. À l'est, les forces britanniques avaient plus aisément brisé le mur de l'Atlantique. Il fallait maintenant progresser. Le 6e Green Howard avait nettoyé les hauteurs de Mauvaine et progressait maintenant avec les chars du 4e et 7e Dragoon. Après Crépon, pressé de progresser vers la Nationale 13, le lieutenant-colonel Hastings voulut éviter le combat. La compagnie B et C contournèrent le village pendant que la compagnie D nettoyait la localité. Le sergent-major Hollis tombera sur les 4 canons allemands de la 5e compagnie du 1716e régiment d'artillerie. Le combat contre la batterie coûtera plusieurs hommes, mais Hollis finira par neutraliser les canons, ce qui lui vaudra la Victoria Cross. La route dégagée, l'ensemble du 6e Green Howard avançait vers Creuilly. La Seuil franchie, le bataillon finit sa journée à Ruckville. Le 5e East Yorkshire, après s'être emparé du WN-33 et 34, prit quelque temps pour se réorganiser. Il reprit ensuite sa route vers Villiers-le-Sec, pour tomber sur une contre-attaque allemande. À 8h20, débarqua sur King Green le 7e Green Howard. Débarquant devant une plage dégagée, le bataillon put rapidement sortir de la plage par la voie aménagée par le fléau du lieutenant Pym.
Arrivé en haut de la crête, le 7e Green Howard devait s'emparer de la batterie de Vers-sur-Mer, WN-32. Arrivant sur une position criblée de cratères, les Allemands, après avoir tiré quelques coups de canon, s'étaient enfermés dans leurs abris pour éviter l'artillerie britannique. Démoralisés, c'est plus de 50 Allemands qui vont se rendre. Maintenant appuyés par le 124e Field Artillery Regiment, les hommes du 7e Green Howard allaient se diriger vers Crépon pour progresser vers Creuilly, où le bataillon fera sa jonction avec les forces canadiennes des Royal Winnipeg venues de Juneau. Puis, ils continueront pour atteindre Coulombe en fin de journée. Les forces d'assaut, déjà engagées dans le bocage normand, c'est à 11h que les 2 brigades de réserve commencèrent à débarquer sur une plage subissant encore quelques tirs sporadiques. Le WN-37 était encore aux mains des Allemands. La 56e brigade débarqua donc plus à l'est que prévu, à la frontière entre le secteur G et King, pendant que la 151e brigade débarqua sur King, derrière la 69e brigade. Après avoir subi le chaos des tirs, la plage connaissait maintenant un chaos des embouteillages. Malgré le remarquable travail du génie pour ouvrir des sorties de plage, la marée montante, le débarquement ininterrompu d'hommes et de matériel provoqua de la confusion. Il fallut toute la patience des beachmasters pour permettre à chacun de poursuivre sa route à l'intérieur des terres. La 56e brigade, appuyée par des blindés du 24e Sherwood Ranger débarqués dans la matinée, devait foncer sur Bayeux. Traversant le terrain, sécurisé par la 231e brigade, le 2e South Wales Borderers traversa Ries, puis se dirigea vers la station radar de Pouligny, que les Allemands avaient incendiée avant de partir. Le bataillon poursuivit jusqu'à Vaux-sur-Orge pour prendre le pont du village à 23h50 et s'emparer d'une batterie d'artillerie abandonnée par les Allemands. Sur la gauche, le 2e Essex progressa jusqu'au village de Saint-Sulpice, pendant que le 2e Gloucestershire partit occuper Magny. La brigade avait rencontré que peu de résistance. Pourtant, elle n'avait progressé que de 6 km sans réussir à prendre Bayeux. Sans doute ce manque de panache fut à cause de l'absence du commandement. Le brigadier senior avait été blessé au sud de Crépon, l'empêchant de poursuivre le combat. Plus à l'est, la 151e brigade forma 2 groupes appuyés par des canons automoteurs du 90e régiment d'artillerie. Devant s'emparer de la RN-13, la brigade s'était d'abord regroupée à Meuvaines, pour commencer leur progression dans l'après-midi. Le 8e et le 9e Durham Light Infantry prirent d'abord la route de Crépon. Ils progresseront jusqu'à Sommervieux, d'où les hommes purent apercevoir les flèches de la cathédrale. Sur sa droite, le 6e Durham Light Infantry, appuyé par des chars du 4e 7e Dragoons, se dirigea entre Basseville et Villers-le-Sec. C'est ici que les Britanniques vont subir une contre-attaque allemande. Le 6e Durham à l'ouest, le 5e East Yorkshire à Villers-le-Sec, les Allemands allaient engager leurs quelques forces dans la bataille pour essayer de juguler l'hémorragie. Les lignes allemandes étant en lambeaux, à 9h, le général-major Dietrich Kreis apprit que des blindés anglais étaient à Meuvaines et menaçaient le flanc est de la 352e division déjà aux prises avec les Américains. Ordre fut donné au 915e régiment, qui aurait dû affronter les parachutistes américains, de se diriger vers l'est pour se regrouper à Villers-le-Sec pour contre-attaquer vers Crépon. La colonne fut rejointe en route par 10 canons automoteurs de la 1352e compagnie de canons d'assaut. Mais jusqu'au lieu de regroupement, les Allemands furent harcelés par l'aviation alliée. Arrivant en fin d'après-midi, les Anglais étaient déjà arrivés à Villers-le-Sec. Le combat s'engagea avant même que les Allemands se soient déployés. Scindés en petits groupes, réduits à défendre leur position, les Britanniques avaient l'avantage du nombre. Sous le feu des chars, le Kampfgruppen subit de lourdes pertes. 90 hommes et 6 canons d'assaut seulement survivront à ce combat. Le général Kreis savait qu'il ne pouvait repousser les Anglais à la mer. Avec les vestiges des forces allemandes, il ordonna qu'une ligne de défense soit dressée entre Colombes et Esquet, puis de Basseville à Asnel. Mais pris de vitesse, les Anglais avaient déjà atteint ces localités. Dans la soirée, Kreis ordonna aux hommes présents à Bayeux d'avancer jusqu'aux lignes britanniques pour empêcher toute progression.
mais les forces composées d'éléments hétéroclites de la 916e division et des restes du 915e régiment étaient bien maigres en vue des moyens mis en place par les Britanniques. Après les combats, alors que le 5e East Yorkshire restait à Villers-le-Sec, le 6e Durham reprit sa marche avec les blindés pour s'emparer d'Esquet-le-Seuil. Pour ce 6 juin 1944, ils n'iront pas plus loin. Injustement oublié du tourisme et de la mémoire, Gold Beach n'en reste pas moins une plage fondamentale. Placée au centre du dispositif, malgré les quelques déconvenues des points d'appui et la contre-attaque allemande, elle fut la plage avec le meilleur taux de réussite. Le succès ne fut pas pour autant complet. Ralentis par les Allemands, résolus à défendre leur point d'appui, certains WN, notamment le WN-37 à l'ouest et le WN-33 à l'est, résisteront plusieurs heures aux assauts britanniques. Mais dépassés par la puissance de feu alliée, se battant à 1 contre 100, la petite dizaine de compagnies allemandes ne pouvait pas résister longtemps. Le mur de l'Atlantique franchi, c'est un boulevard qui s'offrait aux Anglais. Il n'y avait pour ainsi dire presque personne dans les terres pour stopper leur brigade. Les Allemands lancèrent bien une petite contre-attaque dans l'après-midi, autour de Villers-le-Sec, mais les ambitions étaient bien trop grandes en vue des moyens. Ils ralentiront les Anglais de quelques heures, et les empêcheront de prendre Bayeux dans la journée du 6 juin, mais ça n'ira pas au-delà. Les Anglais purent largement progresser pour établir une vaste tête de pont, allant des hauteurs de Port-en-Bessin à Coulombe, en passant par Vaux-sur-Eure et Esquet-sur-Seuil. Les objectifs fixés pour le jour J furent donc presque atteints. Bayeux, comme la Nationale 13, seront capturés le lendemain. Le débarquement sur Gold fut donc largement une réussite. Mais à quel prix? Les chiffres allemands sont comme d'habitude inconnus. Peut-être les pertes sont-elles comprises entre 200 et 300 hommes, sans même compter les prisonniers. Mais sans source, on ne peut que spéculer. Du côté anglais, les choses ne sont pas plus limpides. D'après les chiffres trouvés, on tombe sur près de 1000 pertes, dont 300 morts. Mais les chiffres restent vagues en vue du peu de travail sérieux réalisé sur le débarquement de Normandie. Plage oubliée du débarquement, Gold Beach n'en reste pas moins un haut lieu du 6 juin 1944.